Il y a des réflexions qui sont menées pour trouver des solutions aux problèmes auxquels notre pays sont confrontés. Je voudrais d'abord préciser que notre contribution émane d'une émission que j'avais suivie à la télévision sur le secteur de la pêche, justement. Aujourd'hui, le secteur de la pêche est vraiment à l'honneur. Une émission où des acteurs avaient été invités. Et ce jour-là, j'avais remarqué que le débat était plutôt tourné autour d'invectives crypto-personnelles. Et ce même soir, franchement très touché, j'ai décidé de faire un texte. Et ce texte, je l'ai fait comme ça, spontanément, par conviction, et je l'ai mis dans le groupe. Et je pense que ça a intéressé le docteur ainsi que tous ceux-là qui ont eu à agir au point qu'on en soit là aujourd'hui. Donc ma contribution est à la page 191 et s'intitule « Le Sénégal sous forme d'interrogation œuvre navale ». En effet, ce jour-là, le débat à la télé tournait autour des bateaux chinois, des licences de pêche, qui sont un sujet permanent, on en parle depuis des années. Et moi, à l'époque, j'étais effectivement directeur général de la CION. Donc à la CION, j'ai beaucoup travaillé sur la construction navale, au point qu'aujourd'hui, quand même, on a une usine qui produit des embarcations en fibre de verre. Donc avec tous ces efforts-là, je ne comprenais pas qu'on se mette encore à se disputer sur des problématiques dont, disons, les principaux acteurs sont des étrangers. Je me suis dit qu'il fallait quand même rappeler à tous que nous avons un énorme potentiel pour assurer notre propre production de flotte nationale. Parce que je pense que le cœur du livre, Souveraineté et rupture, c'est justement ça, c'est croire en nous-mêmes et assurément faire en sorte qu'il y ait une véritable production nationale. Alors pour cela, j'ai rappelé dans mon écrit, c'est une surprise aujourd'hui de voir que c'est dans un livre, parce que comme je l'ai dit, je l'avais juste fait par conviction. Donc j'avais rappelé que le Sénégal d'abord était dans une position géographique assez confortable, à la pointe de l'Afrique de l'Ouest, face aux Amériques. On a l'océan Atlantique. Ça, c'est un atout majeur. Il y a également la longueur de nos côtes, 718 km, c'est pas peu. Mais quand on survole le Sénégal, on se rend compte que sur le plan des infrastructures navales, on n'est pas bien loti. Mais il y a également parmi les atouts, Madame Ka vient de le dire, il y a ce potentiel énorme dans le domaine de la pêche. Nous produisons beaucoup de poissons, aussi bien en pêche artisanale qu'en pêche industrielle. Le poisson de Thieboudiane est en notre plan national, elle vient de l'évoquer tout à l'heure. Donc ça aussi, je pense que c'est un atout. Le Sénégal est un pays de pêche. Parce que si vous avez l'ambition de faire de la construction navale et que la pêche ou les activités maritimes ne sont pas au cœur de votre économie, ça peut poser problème. Mais déjà, nous avons un marché national. Je pense que ça, c'est un atout important. Mais il y a également le potentiel que nous avons minier, le potentiel minier. Aujourd'hui, le Sénégal dispose de 630 millions de tonnes de fer ou de prouvé, donc de mines dans l'est du pays. Ça, je crois que également, c'est un autre atout. Maintenant, il s'y ajoute
le réseau fluvio-maritime que nous avons à l'intérieur du pays. Il y a également les îles du Saloum, les îles de Casamance. Tout ceci pour dire qu'au-delà même des activités de pêche, il y a un fort potentiel de transport fluvio-maritime qui existe. Et je crois que ça aussi, il faut le souligner parce qu'aujourd'hui, nous avons essayé par le passé, à travers cette usine dont j'ai parlé tout à l'heure, donc de faire aussi des embarcations de transport fluvio-maritime. Pas plus qu'hier, j'ai vu que justement l'usine qu'on a mise en place a offert à l'île de Gorée une de ces embarcations pour certainement assurer le transport des populations entre Dakar et Gorée. Mais tout ceci, donc, c'est pour montrer qu'il y a un marché national et qu'aujourd'hui, si on produit des navires pour la pêche industrielle, nous avons déjà des industriels qui achètent des navires de seconde main en Chine ou ailleurs, ou qui pactent avec ses partenaires étrangers pour justement venir pêcher au Sénégal, ce qui est décrié parce que justement ces partenaires-là pensent qu'ils doivent, disons, prendre le monopole de la pêche, alors que l'État aussi parfois a envie d'avoir quand même des partenaires. Et c'est justement ça qui est à l'origine de cette problématique des licences de pêche. Donc il y a ce marché national de la pêche, mais il y a également ce marché national de transport fluvio-maritime du nord vers le sud. Aujourd'hui, on a les bateaux qui assurent la desserte Casamance, mais il y a également ce besoin de desservir les îles du Saloum. Ça aussi, je pense que c'est un énorme potentiel. Maintenant, il y a le marché militaire et paramilitaire. Je me rappelle, il y a quelques années, nous avions reçu la douane qui avait besoin de ces embarcations donc pour faire de la surveillance. En tout état de cause, aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que voilà, nous importons tous ces équipements. Et tout le potentiel que je viens d'évoquer montre que nous avons la possibilité de faire de la production locale dans le secteur naval pour justement avoir une logistique qui vienne sous-tendre la production au niveau de la pêche. C'est ce que disait Mme Ka tout à l'heure. Mme Ka a parlé de l'aspect en aval, mais en amont, il faut déjà une logistique nationale. Nos aïeux ont déjà fait ce qu'ils devaient faire. Ça aussi, c'est un acte parce qu'ils faisaient des pirogues en bois. Ça veut dire que la technologie est connue. Ça veut dire que le potentiel humain existe et qu'il suffit juste de quelques initiatives pour que justement, au Sénégal, nous puissions faire une véritable production navale avec un marché national, un marché africain. L'Afrique, c'est aujourd'hui 1,3 milliard d'habitants. Dans 50 ans, ce sera 1 milliard d'habitants de plus, ou d'ici l'horizon 2050, c'est 1 milliard de plus. Donc, c'est maintenant qu'il faut se positionner pour non seulement pourvoir le marché sénégalais, mais également se positionner en Afrique, parce que justement, l'Afrique a ses côtes, l'Afrique a besoin d'industrie navale pour avancer. Ça, c'est un exemple, c'est ce qui est contenu dans le document. Mais je pense que les exemples comme ça sont nombreuses. Bon, je vais taquiner mes parents alpulaar. Moi, en allant à Ndofane parfois, quand je passe à la station Total, bon, je dis, voilà, les gens font la queue. Bon, chacun, voilà, roule ses airs en disant, bon, je veux du café au lait, croissant, jambon. Bon, quand j'arrive, je leur dis, je veux du fondé. Bon, ils se mettent à rigoler. Bon, voilà le problème du Sénégal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas consommer ce qu'on veut, ce qu'on produit, nos agriculteurs. Non, on est obligé de prendre croque-monsieur, je ne sais pas, croissant, jambon, café au lait. Mais c'est quoi le problème? Pourquoi on n'a pas des machines qui produisent, voilà, qui génèrent ce qu'on cultive? Pourquoi on est obligé de consommer ce que les autres font? Voilà le problème du Sénégal. On pense que nous, bon, excusez, mais je pense que nous, au Sénégal, nous sommes de gros complexes. Et ça, c'est un problème. Nous estimons
que tant que les choses ne viennent pas de l'étranger, c'est pas bon. Et nous avons tendance à toujours critiquer l'État. Je discutais avec M. Ablaye Bari tout à l'heure sur la ponctualité. Mais le problème, c'est pas l'État. Le problème, c'est vrai que l'État doit impulser, doit orienter. Mais le problème, c'est d'abord nous. L'introspection, le comportement. C'est d'abord ça le problème du Sénégal. Parce que nous estimons, moi, quand j'étais à Sénélec, il y a plus d'une quinzaine d'années, je me souviens au restaurant à midi, quand les gens faisaient du Thierry Saloum, moi je suis Saloum, de midi à midi et demi, vous ne trouvez rien, c'était fini. Mais personne n'ose faire ça chez lui, cuisiner ce repas chez lui. C'est du consommer local. On a le complexe de faire ça chez nous et pourtant dehors, on se cache et on truc. Parce que le voisin va dire que oui, mais tout ça, ça joue sur le développement. Il faut qu'on donne de la valeur, de la qualité à nos propres produits. Il faut qu'on croie en nous-mêmes. Croire en nous-mêmes, c'est d'abord un comportement individuel. Ce n'est pas un problème d'État. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important. J'évoque cette question, docteur, parce que la rupture, c'est tout ça aussi. La rupture, il ne faut pas la prendre et indexer ça à la politique. Je pense que la rupture, j'espère que, bon, il y a tellement d'articles, j'espère que les sociologues vont aussi évoquer nos comportements, parfois, qui ne collent pas avec cette souveraineté. Donc ça, je pense, c'est important. D'ailleurs, récemment, je disais à mes collaborateurs de la relance des activités ferroviaires, je leur disais de réfléchir sur une tenue, parce que les travailleurs portent des tenues, les contrôleurs, les trucs. Mais je leur disais, de grâce, s'il vous plaît, ne nous ramenez pas le képi avec le rond là du colon. Non, mais réfléchissons, regardez les tenues de l'ENOA, l'École nationale des officiers d'active. Mais ça rappelle l'Afrique. Ça donne de la fierté. C'est quelque chose de bien. C'est pourquoi je leur ai dit, mais réfléchissez sur des tenues africaines. On est africain, on ne rejette pas le costume. Moi, parfois, je me mets en costume, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire qu'on doit quand même mettre en valeur ce que nous avons, ce qui nous appartient. Et c'est sous ce rapport que je leur disais effectivement qu'il faut aussi réfléchir sur une tenue africaine qui approche, pas sénégalaise, africaine. Parce que je voudrais effectivement qu'on pense au marché. La souveraineté, ce n'est pas seulement aussi dire oui, on est fier, on fait ce qui est sénégalais. Non, il faut penser à la consommation parce qu'on parle d'économie. On parle de développement. Quand vous parlez de développement, vous pensez au marché, à ce que vous pouvez commercialiser. Je disais tantôt que l'Afrique fait quand même 1,3 milliard d'habitants. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Donc il y a lieu que nous fassions de l'introspection et que nos comportements individuels changent avant que les comportements collectifs puissent changer. Je sais qu'au niveau de l'État du Sénégal, la rupture a commencé, parce que pas plus tard que récemment, le président de la République, dans le cadre du contenu local, a fait une concession à des privés nationaux au niveau du port de Dakar. Ça n'était jamais arrivé. Dans le cadre des activités d'exploitation minière et gazière. Ça, je pense que c'est un signal. Il y a également, vous l'avez vu récemment, des nationaux qui vont construire une centrale de 300 MW. Ça ne s'est jamais arrivé. Les centrales, c'était affaire d'étrangers qui venaient et qui mettaient leur centrale et qui nous vendaient. Aujourd'hui, il y a des Sénégalais qui se sont constitués en consortium et qui vont mettre ici, au Sénégal, une centrale de 300 MW, certainement avec l'utilisation du gaz local. Donc tout ça, pour ne pas être long, pour dire, docteur, que, disons, cette ambition que nous avons de rompre avec ce qui se faisait suite à la Covid-19 qui a réveillé le monde. Il y a quelques mois, il y avait des détournements de masques dans les aéroports entre les États-Unis, la Tchécoslovaquie, l'Italie. Il y avait une crise
où les gens achetaient même des masques dans les aéroports en essayant de détourner d'autres qui étaient destinés à d'autres pays. Donc cette crise a montré que peut-être que nous étions trompés de politique de façon globale dans le monde, ou d'orientation. Et c'est pourquoi, quand dans son premier discours face à la problématique de la Covid, quand le président Macky Sall disait que l'humain doit être au cœur de nos politiques, je pense que c'est maintenant le moment de penser à l'humain. Avant, voilà, on pensait qu'il n'y avait rien, quoi. Peut-être que les croyants savent que Dieu est là. Bon, maintenant, les mécroyants, c'est leur problème. Mais à un moment donné, voilà, on était dans les aéroports, on voyageait, on pensait que le monde ne va jamais s'arrêter. Mais la Covid a arrêté le monde. À un moment donné, il n'y avait plus d'avions dans l'espace. Tout s'était arrêté. Donc, c'est justement ça qui a amené le Dr Chergué et son équipe à cette réflexion, une remise en question de nos façons de faire. Et dans cette façon de faire, il y a les aspects économiques, mais il y a aussi l'aspect comportemental. Donc, je pense que véritablement, cette affaire-là arrive à son heure. Et je vous félicite, docteur, d'avoir pris cette initiative. Je vous remercie également d'avoir sélectionné notre texte et j'invite nos partenaires qui sont là à lire. En tout cas, nous, notre contribution participe à cela et vous verrez le potentiel d'emploi que ça peut créer, parce qu'aujourd'hui, justement, l'humain au cœur de tout ce qu'on fait, c'est de sauver, de faire en sorte que la dignité de l'homme soit sauvegardée à travers un emploi qui puisse lui permettre de vivre décemment. Donc, pour ne pas être encore plus long, je vous remercie de votre aimable attention.